KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. L'ascension, maintenant, se faisait continue dans des paysages découverts et vastes dont Augustin pouvait, en se retournant, sonder la moitié descendante, verte de la verdure intense des pays d'eau, peinte en or et rose par ce soir, calme de cet extrême calme d'avant le crépuscule. La voiture y courait d'une fuite effleurante, maîtresse des montées, frôlant les chemins de ferme amorcés à la route. Leur chaos de noisetiers, pareil à des bouts du monde ou à des reposoirs, n'occupait jamais que l'extrême arête d'un présent rapide, exagérait le fugitif des choses, disparaissait à peine aimé. On s'arrêta à 2 d'entre eux, un petit nombre de minutes. Julot resta près de la voiture. Bourré revient chaque fois, seul ou accompagné, écrivant des notes en un carnet à chaîne. On déboucha enfin sur les hauts plateaux solitaires, chargés d'un riche passé d'enfance et de jeunesse, antérieur à tous les épisodes de sa souffrance. Derrière ce premier rideau, dans la profondeur des pâturages, les pitons phonolithiques imitaient des ruines féodales. Ils fuyaient, d'une contre-fuite plus lente, trop gros pour aller vite, mais docile aux suggestions de rapidité lancées par la voiture. Puis le terrain changea pour des sols moins farouches. La route ondula entre des prairies soignées, semblables aux grands domaines d'autrefois, désertes, tous les troupeaux depuis longtemps rentrés. Quelques-unes très encloses, ayant déjà le recueillement et l'immobilité de la nuit, ressemblaient à des tombes. Des coupures subites, la rupture des franges latérales jetaient le regard dans le sud-ouest vers de vastes horizons pleins de tous les violets du soir. D'une distance de 50 lieues, montait le sourire paresseux des plaines, la saveur et les formes des autres pays. À la fin du jour, des gens devaient regagner ces villes, retrouver des familles joyeuses, allumer des lampes dans des maisons. Il ne semblait pas qu'on ait dû souffrir. Toute la peine d'Augustin s'était comme ramassée en une boule inconfortable et sourde, vaguement douloureuse, qui avait été déchirante, recommencerait de l'être, mais dans l'intervalle savait s'effacer ou s'adoucir. L'acuité même avec laquelle il sentait ces pays, sa manière de les parsemer de petites villes heureuses, lui montrait qu'il les parcourait avec Anne. Le danger de l'enfant, la tristesse des siens, restaient dans sa ville à lui et dans sa maison, à chaque tour de roue plus loin. Tout le paysage de son âme se couvrait d'une fine poudre de tristesse, vapeur gris-perle et jaune soir, chaude par en dessous, jusqu'à ce que le seul étonnement de ce demi-bonheur le soumît de nouveau aux forces funèbres. L'abbé coupait ce mutisme de rares renseignements topographiques. On était dans un autre compartiment des hautes plaines. On allait vite. On trouverait bientôt le point culminant. Augustin s'en apercevait au froid incisif de l'altitude, entrant par la glace ouverte. Puis, on aborderait le versant est et la descente des gorges. Tous ces renseignements, donnés à mi-voix, d'un ton calmement anonyme, s'étendaient d'un siège à l'autre. Augustin ne perdit aucun son du patois que Bourré lançait à Julot avec la dureté et la brusquerie des bourrades qu'évoquait son nom. Les 2 frères différaient-ils tant ? Celui dont il voyait le dos de peau de bique et l'autre en laine noire qui lui parlait de routes, de versants montagneux, de géographie. On trouvait aisément la parenté fondamentale, malgré l'aspect général plus maigre et moins trapu. Même construction du dos, de la tête, des mâchoires, même attaque préventive du regard. Ici, plus de dureté interrogative, là, plus de sarcasme et de silence, mais les circonstances de leur vie expliquaient cette différence. Cette vie religieuse de l'abbé, tant de réserves avaient dû l'envahir, tant de restrictions, de dosages, de remparts. « Qui est l'aîné de vous deux ?» demanda Augustin.
Puis, il se rappela que c'était l'abbé. « Moi, de beaucoup », fit-il à voix basse, avec un instinct de prudence un peu ridicule. La course continua sur l'est, souple et forcenée. Dans peu de temps, toute la masse des terres descendrait sur l'Allier d'un mouvement général immense, masqué par des déchirures et des caprices. Chaque motif avait pouvoir de discuter la loi de l'ensemble, de protester par des ressauts, des fantaisies gracieuses ou abruptes. La route enfilait des vallées subordonnées, aux remontées et contrepentes inattendues. Les digues phonolithiques dressaient leurs soudaines collines, des coulées de basalte tertiaire dilapidées croulaient, et le soir très avancé teignait leurs crêtes d'un vague rose de nuit. De toute la magnificence occidentale longtemps devinée derrière leurs épaules, les voyageurs ne recevaient que ces terminaisons roses, survivances disparaissantes de cette immense conque orange et feu dont ils avaient fui le centre à travers tant de pays. Augustin se rappelait des velléités de se retourner, douce et vaine, arrêté par ce sentiment d'aquabon qui corrompait tout. Ils roulèrent encore quelque temps, avant de prendre latéralement un chemin vicinal, fine route brune où pour la première fois s'allumèrent les phares. On stoppa sur un chemin creusé d'ornières sèches. Julot sauta, tint la portière. Bourret, plus lourd, fit rebondir la longue voiture allégée de lui. Veigne, Julot. Docile à l'ordre, Julot s'enfonça derrière son maître dans le chemin terreux. « Où vont-ils » fit Augustin. Toujours dans des domaines pour le bétail à vendre. Il a pris Julot. Ça durera longtemps. L'abbé s'écarquillait les yeux pour regarder dans l'intérieur des terres. « Ça m'est égal, » dit Augustin. « Mon train est à 10h03, autant attendre sur ce bout de colline. » L'abbé déjà frappait du pied le sol pour se réchauffer. Augustin le vit traverser une haie de sorbiers, grimper sur un pré d'assez forte pente. Il se leva, enjamba la caisse marquée fragile et le rejoignit. La première route, celle qu'il venait de quitter, se devinait vaguement dans la distance, très au-delà du chemin vicinal. Sa ligne gris-cendre descendait vers des masses boisées, traversant la transparence teintée de la nuit. Elle redevenait le motif central de ces froids et hauts espaces subitement échappés au rôle accessoire de décor, où les rejetait la course en voiture, rendus à l'existence en soi, à leur puissante solitude, à leur immensité. Votre frère paraît très occupé. Il court les pays, c'est son métier. Une lueur délicate d'un pâle jaune cuivre qui n'existait pas, il y avait un quart d'heure, suintait de la nuit. Elle étendait sur la route des ombres exsangues et inconsistantes, mais qui épaissiraient. C'était la première lumière de la lune. Tranchée du côté rond par un coup de ciseau parfaitement circulaire, légèrement baveuse sur l'autre, encore toute proche de la pleine lune, de minute en minute plus lumineuse, elle montait. Augustin ne se sentit pas la force de supporter une conversation sur la vente des vaches. Violemment rejeté, une fois de plus, au souvenir de la veille, il sentait pleinement, comme jamais depuis des heures, la fraîche et affreuse proximité des moments gâchés, massacrés par le goût de mort. Il s'irrita de cet aspect fantomatique et désespéré que prenait autour de lui toute chose, cet éperon de prairie couleur de cendre, cette désolation farouche, cette petite brise de cimetière. Il restait vivant. Son bonheur vaincrait cette horreur, un jour ou l'autre. Puis ce partage d'avec les siens, cette impression de refuge dans les hauteurs, lui fut intolérable. Mais un déchirant désir grandissait, absorbait ses secousses et ses troubles, devenait unique. Parler à Anne, lui dire les choses qu'il avait trouvées pour elle hier, pendant la nuit, se faire consoler par elle et lui baiser les deux mains. La voir, grand Dieu, la voir, sentir enfin abreuver la longue, la dévorante soif de la voir. L'abbé le rejoignit sans rien remarquer de sa figure crispée.
Les marchands de vaches gagnent ce qu'ils veulent. 3 000, c'était le prix des bêtes ce matin. Ils revendent à 3 003, 4 ou 5 à la Villette ou à Vèze. Le transfert ne mange pas 500 francs par bête, ni les frais de commissionnaire, ni l'octroi, ni les droits de marché. À 200 ou 300 bêtes par semaine, comptez. Un foulard noir d'étoffe mince liait son grand chapeau. Ses 2 poings enfoncés dans les longues poches ecclésiastiques tendaient la douillette sur ses reins. Il gonflait le dos sous le vent du soir. Il continua tout seul, nullement gêné par l'absence de réponse. Il a pris en seconde noce la petite fille du père Thomasin. Il continue les affaires depuis que le vieux est mort. À l'heure qu'il est, c'est le plus gros marchand de bestiaux de la montagne et des planèzes. Où il y en a de gros. Augustin revit Bourret, tel qu'il s'était montré ce matin à la gare. Il revit un autre homme beaucoup plus ancien, qui maintenant était mort. Des mots de l'abbé, inaperçus d'abord dans la pleine horreur de son chagrin, captés tout de même, revinrent, montrèrent leur couleur paysanne. Le transport ne change pas. Il a pris la petite fille. À l'heure qu'il est, il calculait, calcul mécanique et facile, dont les articles automatiquement rapprochés cheminaient tout seuls à travers sa souffrance. Sur les bases indiquées par l'abbé, le chiffre d'affaires devait atteindre 30 à 40 millions. Il comprenait l'énigme de cette voiture de haut goût. Sous son chargement paysan, la marque à la mode et le bric-à-brac de métairie, les pains, les remèdes à bêtes, les caisses d'où sortait la paille, tout ce qu'on emportait vers les domaines, autrefois, au vrai temps rustique, dans les tape-culs et les carrioles à veau. Le site de paix nocturne et de fourmillement stellaire, ses bruissements continus et lointains, les forts et faibles dus au vent, toutes ces choses abritaient les hommes les plus contemporains et les plus âpres, en train de commercer, de disputer, de s'enrichir. On se les fut si bien figurés uniquement peuplés d'inquiétudes métaphysiques, de considérations sur les fins dernières et les destinées. Elles bouillonnaient au contraire de toutes les activités de ce monde. Il y existait 2 registres, comme au tympan des porches. Augustin ne le savait-il pas? N'avait-il pas eu déjà ce spectacle? Pourquoi gardait-il ce même émerveillement? Redescendu sur la route, l'abbé allait et venait comme sous un préau de séminaire. Son masque d'hiver dur et noir, gravé comme une eau forte par la lune. Il mordait dans un morceau de pain et de porc salé, à coups de dents enveloppants qui emportaient chaque fois un vaste morceau de la surface du pain. Il entama en mots obscurs, non parce que voilé, mais parce que touffu et coléreux, une hargneuse histoire de succession entre son frère et lui, qui durait depuis la mort du cousin Jules. Il était question d'un partage d'ascendants véritablement inique, masqué par un imbroglio de ventes fictives, de soultes factices, d'un amoncellement de couvertures cachant des opérations réelles, impénétrables à toute expertise. Mais je vous ennuie avec tout cela. Puis, oublieux de l'excuse, il recommença immédiatement. N'est-ce pas, moi je suis le curé, je n'ai besoin de rien, pas vrai? De quoi est-ce que j'ai l'air, pleurer après de l'argent? Augustin regardait avec plus de curiosité que de compassion cette ombre noire sur ce bout de route. Entre les jours anciens où il galopait, petit garçon sauvage, sur les prairies des domaines, et le moment présent où, dans l'odeur des vaches et des foires, sur une route du Haut-Cantal, il débondait inopinément, les 30 ans de séminaire semblaient postiches. Les traits essentiels de la race s'étaient-ils jamais effacés? Ne se lisait-il pas dans cette vie de prêtre, pour qui savait lever les couvercles et regarder dessous? Mais c'était plus complexe encore. Augustin flaira brusquement cette odeur de mystère qu'exhale l'âme humaine pour les olfactions bien faites. Laissons, faisait l'abbé. Et baissant la voix, entraînant Augustin plus loin de la voiture, trouvant le moyen d'être plus secret et de multiplier jusqu'en ses solitudes les précautions autour de ses confidences. « Je me prépare, dit-il, à quitter l'église. » Augustin s'arrêta net, le regarda dans le blanc de lune, stupéfait, moins de l'aveu que de ce qu'il eût été entraîné à le dire. «
Je vous demande bien entendu le secret à l'égard de tout le monde. Un secret total, absolu. Pour personne au monde, vous ne savez rien. » Il étreignit l'avant-bras et lui soufflait dans la figure une haleine de jambon. « Ma thèse de doctorat est finie. Elle coupera naturellement tous les ponts. Il faut que je trouve une carrière universitaire tout de suite, dès ma thèse. J'ai besoin qu'on m'aide. Il fallait bien que je vous en parle tôt ou tard, autant maintenant. » « Comprenez, reprit-il, avec une violence sourde, entre le départ de l'Église et l'entrée dans une carrière régulière, il y a un temps neutre, une période de déclassement qui déshonore un homme. J'ai vu des prêtres ne s'en pas relevés. J'ai des raisons pour n'en pas vouloir. Je suis peut-être brûlé, soupçonné, peu m'importe. Aucun soupçon ne compte quand on est sûr de rien. Il se tut sur ces mots obscurs. Un espace intérieur aussi noir et profond que l'autre s'étendit devant Augustin. Ils allèrent, muets tous les deux, s'asseoir en face des bois devinés, sur une levée de terre qui séparait la route des prairies descendantes. L'abbé se mit à enfoncer le bout de son parapluie dans la terre molle du fossé et à l'en extraire. Il faisait assez de lune pour qu'on vît les petits trous noirs. Augustin ne savait trop comment débrouiller un nombre de questions considérables. Négation totale, demi-foi, raison théorique, historique, ni l'une ni l'autre peut-être. Alors les mœurs ? Et les dates de tout cela ? Celles des premiers doutes et des autres ? Que c'était étrange, retrouver ici, sur l'accotement d'un chemin de nuit, dans l'une des tortures de sa vie, le souvenir d'une ancienne et différente torture, en embuscade auprès d'un certain kilomètre d'une route inconnue. Qu'il était étrange de se trouver là, près de cet homme, et de réentendre, dites par un autre, toutes ces choses de son passé. « Vous n'avez pas froid, monsieur Méridier ? Froid ? Non. Je pense à ce que vous me dites. Je compare à d'autres évaluations, à d'autres crises de demi-foi. » Il s'aperçut cependant qu'il venait d'avoir une respiration un peu frissonnante, avec 2 ou 3 coups de toux fiévreuse et de trembler des épaules. « La demi-foi, disait l'abbé, ça se trouve plutôt chez les laïcs, mais c'est fort rare chez le prêtre. Là, c'est tout ou rien, n'est-ce pas ? La demi-foi, pouf, on a des hésitations, puis il faut bien que ça finisse. » « Est-ce que vous dites encore votre messe, monsieur l'abbé ? Demanda Augustin. Frappé par l'ironie de l'appellation, il fut trop tard pour la retenir. « Faut bien que ça finisse, reprit l'abbé sans répondre. Je ne dis pas que ça ne traîne pas quelque temps avant de finir. » Ils retombèrent dans leur silence. À ce moment, une voix de garçonnet, juste et rude, se fit entendre à droite de la route du côté des maisons probables, derrière cette haie de sorbiers et de noisetiers, qui ménageait un autre inconnu dans l'inconnu de la nuit. Elle atteignit des notes très hautes, y tremblota, redescendit à mi-côte, trembla de nouveau et, regagnant l'horizontale, y prit une sérénité instable et provisoire, faisant penser aux migrations des montagnards, aux nostalgies des autres pays, au désir de l'ailleurs, à toutes les insatisfactions de l'espace. C'est un védelier qui a dû descendre de quelques montagnes d'estive. La maison est toute proche. Les demi-fois, dit Augustin. Quelques-uns s'y bercent, d'autres s'y ensanglantent. D'autres attendent tout simplement la fin du phénomène. Mais chaque cas est passionnant. Passionnant, fit l'abbé d'un air à la fois bourru et dédaigneux. La curiosité est au contraire bien épuisée sur ces cas. Loisy est parti au bon moment. Ça n'intéresse plus personne. Le seul point qui compte est de savoir ce que devient celui qui s'en va. Il refit les petits trous dans la terre du fossé avec le bout de son parapluie pendant quelques minutes. Puis, sans transition d'aucune sorte, ni rien pour les annoncer, il dévida des souvenirs en regardant les petits trous. Quand ça commence-t-il ? Est-ce qu'on sait jamais ? Qui s'en souvient ? J'ai un cas présent à ma pensée.
Il s'agit d'un de mes amis, plus jeune que moi, de 3 ou 4 ans. Il est à la trappe maintenant, et même, je crois, abbé de la trappe. C'est un sensible, un imaginatif, un idéaliste. Nous venions d'entendre aux hautes études une leçon sur les témoignages du séjour de Jean à Éphèse. C'est de ces détails qu'on se souvient, du pittoresque, des incidents, plus que des demi-fois proprement dites. La sienne est d'ailleurs remontée assez vite de sa fraction à l'entier. Quant à retrouver l'histoire de ce qui a jalonné ces variations numériques, et cependant si, on découvre des repères. Je me souviens qu'au sortir de cette conférence, il devait pleuvoir au Bruinet. Je m'en souviens à cause de cette tristesse de ce quartier qu'il me faisait remarquer parce que moi, je ne suis pas très sensible à ces choses. Pour moi, la pluie, c'est la pluie. Et l'absence de foi, c'est l'absence de foi. Lui était d'une tristesse terrible, qui déteignait naturellement sur le spectacle de ces rues. Nous allions entre l'Odéon, le Luxembourg, et cette percée nouvelle qu'on a faite depuis vers le boulevard Saint-Michel. Quel paysage de fatigue intellectuelle et nerveuse, d'immoralité sexuelle acceptée. L'abbé fit voltiger sa main en l'air. De scepticisme général, quel décor pour une crise. Voilà ce qu'il me disait. Évidemment, nous passions entre des hôtels borgnes, des rez-de-chaussée de pseudo-blanchisseuses, et la pluie tombait. Oui, j'ai un peu senti là le trou noir, je pourrais dire, laissé par la fuite de tout, devant lequel tremblait mon ami. Je l'ai senti grâce à lui, bien sûr. J'ai eu d'autres moments, puisque vous voulez savoir, mais je me rappelle surtout celui-là. Ce fut ainsi, sur le chemin amorcé par l'histoire d'un autre, qu'il s'enfuit vers sa propre histoire. Je me souviens même de quoi nous parlions, et je vous dirai pourquoi. Nous parlions des versets au chapitre 1 de Luc, sur la naissance virginale interpolée en faveur d'une notion messianique postérieure à la notion de Matthieu, qui est celle d'une élection née du baptême, repoussée également par Jean, au profit de la thèse de l'incarnation du Logos, par Paul au profit de la manifestation par la résurrection. Je pensais aux recensions de Schmiedel, des manuscrits de Luc. Je vous dirais qu'il n'y a pas de prêtre, ni peut-être de fidèle, j'entends ceux qui pensent, qui n'ait connu ce que le catéchisme appelle les tentations contre la foi. Vous savez, le conseil qu'on ne manque pas de donner, chasser ses pensées, prier Marie Immaculée, protester au fond de son cœur de son attachement à la foi de la Sainte Église, etc. Le manuel à l'usage des clercs des grands séminaires, au chapitre des études ecclésiastiques, y consacre un nombre de pages qui augmente à chaque édition. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.